Bonjour à tous, c'est Professeur Musso. Je vais vous parler aujourd'hui des actualités thérapeutiques et des vascularites à Anka. Comme vous savez, lorsqu'on reçoit un patient avec une dégradation rapide de la fonction rénale, on va voir ses urines. Si il n'y a pas des sédiments actifs, c'est-à-dire il n'y a pas de protéinurie, pas de sang, pas de leucocyturie aseptique, ici il faut considérer d'autres causes d'insuffisance rénale aiguë, voire les causes prérénales, rénales et post-rénales en dehors de la GNRP. Maintenant, si les sédiments sont actifs, ici, il faut faire une biopsie, évaluer les signes extra-rénaux, rechercher les anticorps, les ANCA, le bilan immunologique complet avec le complément, les anti-MBG, etc. Et aussi, il faut absolument, c'est un détail très important, éliminer une infection. C'est très important. D'ailleurs, on va le voir dans les GNA post-infectieuses. C'est un cours bien particulier. Pour les atteintes extra-rénales, ça dépend de la vascularite à petit vaisseau. Donc, il faut savoir que la polyangite microscopique, c'est la vascularite à petit vaisseau qui touche le plus souvent le rein avec la maladie de Wegener. Donc, à la biopsie, on peut classer une biopsie telle que je vais vous dire tout de suite. Maintenant, s'il y a plus de 50% de glomérules sclérosés, on va dire que c'est la classe sclérosée. S'il y a plus de 50% de glomérules normaux, c'est la vascularite focale, c'est-à-dire que ça touche une petite partie du rein et c'est à de bons pronostics. Maintenant, si plus de 50% des glomérules présentent des croissants, c'est la classe accroissant. Et on peut avoir des classes mixtes. En tout cas, la classe croissante, c'est celle qui est qui nécessite un traitement immunosuppresseur le plus agressif. La sclérotique, c'est bon, on est passé à côté d'une vascularite, c'est le traitement maintenant de néphroprotection, voire la préparation à la dialyse. La focale, elle a un pronostic meilleur. Donc maintenant, comment on va faire? Déjà, on va juger la gravité des lésions. S'il n'y a pas des lésions extra-rénales, dans ce cas, on va plutôt considérer un traitement à base d'MMF. Si les lésions extra-rénales sont extrêmement graves, ou bien la lésion rénale en elle-même est très très importante, la créatinine, avec une créatinine supérieure à 57 mg par litre. Ici, il faut considérer une association avec la plasmaphérèse. On va faire tout à l'heure. Maintenant, devant une atteinte extra-rénale modérée, je dirais des lésions pas très sévères. Alors, quand je dis lésions extra-rénales sévères, ça veut dire hémorragie intra-alvéolaire. Hein. On entend hémorragie intra-alvéolaire. Donc, s'il n'y a pas d'hémorragie intra-alvéolaire, si la fonction rénale est certes dégradée, mais pas au-delà de 500 micromoles par litre, ici, on va considérer soit le protocole endoxon corticoïde ou bien rituximab corticoïde. Donc, comment on va choisir entre les deux? En fait, il faut évaluer l'état du patient. Bien sûr, s'il est jeune, avec un projet de grossesse, un projet de procréation pour les hommes, il faut privilégier le rituximab. Mais aussi chez les patients âgés fragiles, qui ont plusieurs pathologies associées. Chez les patients qui refont une récidive d'une vascularite à un cas, et pour les vascularites APR3. Donc, on va plutôt privilégier le rituximab. Le cyclophosphamide sera privilégié s'il n'y a pas de rituximab, il y a des centres où il n'y a pas de rituximab, ou bien dans les cas où c'est vraiment très grave, où la créatinine est vraiment très élevée, supérieure à 354 micromoles par litre, c'est-à-dire supérieure à 40 mg par litre. Et dans ce cas-là, on va préférer associer le rituximab et cyclophosphamide. Ça veut dire que le cyclophosphamide est pour les formes extrêmement graves qui touchent vraiment à la partie des vascularites à un cas où on considère la plasmaphérèse. Donc, c'est vraiment dans les cas graves. Donc, vous allez comprendre, vous allez tout de suite déduire que pour les GADIGO 2021, le rituximab a une place très, très importante dans le traitement d'induction, d'attaque pour les vascularites à un cas.
Donc, pour le cyclophosphamide, bien sûr, on a la voie intraveineuse et la voie orale. Donc, plutôt la voie intraveineuse pour les patients qui n'ont pas déjà eu des doses cumulatives, pour des patients qui présentent des complications au niveau c'est-à-dire des thrombopénies et des leucopénies, des patients qui ne sont pas très proches des centres de néphrologie où il peut se déplacer à chaque fois pour faire cette injection, et pour les patients chez lesquels on n'est pas sûr qu'il va prendre son cyclophosphamide oral. Cyclophosphamide oral sera c'est surtout choisi pour des comment vous dire, pour des causes d'économie parce que c'est moins cher, et aussi pour les patients qui sont loin d'un centre de néphrologie où il peut recevoir ces perfusions de cyclophosphamide, parce que vous allez voir, c'est très long comme traitement. Et chez les patients, on va utiliser chez les patients lorsqu'on est sûr qu'il va prendre son traitement. Attention, qu'il arrête son traitement, ça va vraiment donner beaucoup de problèmes. Donc, quand est-ce qu'on va arrêter l'immunosuppression? On va céder les armes. C'est lorsque le patient est sous dialyse depuis plus de 3 mois. Donc, on déclare la chronicité. Ça ne sert absolument à rien de continuer. Il faut savoir aussi qu'avant tout traitement immunosuppresseur, il faut éliminer toute cause infectieuse. Attention de dire voilà, c'est une GNRP à vascularité à ANCA, on va biopsier, etc., à chercher les anticorps s'il y a une infection. Donc, il faut d'abord éliminer une infection parce qu'il y a des GNA post-infectieuses chez l'adulte et ça va faire l'objet d'un cours à part. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser comme traitement d'induction? Alors, on a dit c'était soit le rituximab, soit cyclophosphamide oral ou intraveineux, ou bien on va utiliser le MMF ou bien l'association des deux. Donc, vous avez bien compris, MMF dans les vascularites gentils, où il n'y a pas une atteinte rénale très sévère, certes au tout début, il n'y a pas d'atteinte organique, donc on va utiliser le MMF à raison de 2 grammes par jour, bien sûr, 1 gramme le matin, 1 gramme le soir. On peut augmenter chez certains patients selon la tolérance à 3 grammes par jour. Maintenant, si l'atteinte extrarénale est présente, mais elle n'est pas très sévère, et que la fonction rénale est perturbée, mais d'une façon, c'est-à-dire inférieure à 500 micromoles par litre, on va avoir le choix entre le rituximab et le cyclophosphamide oral ou intraveineux. Donc, avec des doses qu'on connaît tous. Alors, j'attire juste votre attention que pour le cyclophosphamide, vous allez voir qu'on va diminuer la dose par rapport à l'âge. Regardez ici, la dose va être diminuée par rapport à l'âge, surtout pour les patients supérieurs à 60 ans et les patients de 70 ans, mais aussi pour les patients ayant une insuffisance rénale avec un débit de filtration inférieur à 30 ml par minute. Le rituximab est préféré dans le protocole KDIGO 2021 avec le schéma habituel de 375 mg par mètre carré par semaine, chaque semaine pendant 1 mois, ou bien 1 gramme à 14 jours d'intervalle. Alors, lorsque les cas sont extrêmement graves, on va associer, ou bien ils ne répondent pas, on va associer le rituximab et le cyclophosphamide selon le schéma bien expliqué ci-dessus. Donc, traitement d'attaque pour si on associe corticoïdes et cyclophosphamide, c'est le choix est d'ajouter la cyclophosphamide en VA/IV. Donc, vous avez bien compris, on va faire 3 bolus de corticoïdes, 500 mg par jour, relais corticoïdes Peros 1 mg kg, puis dégression. On va voir la dégression en détail. Cyclophosphamide 15 mg kg en IV, le premier mois chaque 2 semaines. Donc la semaine juste après les bolus de corticoïdes, la semaine 1 juste après les bolus de corticoïdes, la deuxième semaine, la quatrième semaine, ou à partir du premier mois, on va faire des bolus de cyclophosphamide chaque 3 semaines. Donc semaine 7, semaine 10 et semaine 13. Donc c'est un traitement d'attaque, puis on va faire un relais par traitement d'entretien qu'on va voir tout à l'heure. Maintenant, si on choisit la cyclophosphamide en oral, c'est 2 mg kg/jour sur 3 à 6 mois.
on va voir après le traitement d'entretien. Et voilà, avec les bolus de corticoïdes toujours, G1, J2, J3, on introduit la cyclophosphamide dès le J4 avec relais par os de corticoïdes 1 mg kg jour. Si on choisit le rituximab, bon, c'est le schéma habituel, 375 grammes par mètre carré. Je préfère celui-là à 1 gramme à 14 jours d'intervalle. Donc, semaine 1, juste après les bolus de corticoïdes, semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4, c'est-à-dire chaque semaine, le premier mois, puis avec un traitement d'entretien qu'on va voir tout à l'heure. Donc, comment on va dégraisser les corticoïdes? On va commencer par l'entretien, c'est-à-dire comment on passe à la phase d'entretien des corticoïdes. Donc, on va dégraisser. Il faut savoir que les schémas vont aller vers des doses de corticoïdes de plus en plus bas. Donc, c'est un schéma en détail qu'il faut vraiment utiliser. Ça nous permet de dégraisser selon les semaines jusqu'à la 52e semaine. Maintenant, lorsque le cas est très 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 grave, lorsque le patient a une créatinine très élevée, supérieure à 500 micromoles par litre, lorsqu'il est c'est-à-dire sous dialyse, qu'il a une GNRP très menaçante, avec des hémorragies intra-alvéolaires, des hypoxies, ici, il faut faire la plasmaphérèse. C'est vraiment très important. Donc, comment on va faire? Lorsque c'est un cas, vascularité en cas avec une insuffisance rénale très sévère uniquement, c'est-à-dire sans hémorragie intra-alvéolaire, on va faire 7 plasmaphérèses sur 14 jours, c'est un jour oui, un jour non. Et on va faire un échange de 60 ml kg chaque séance et on va remplacer par de l'albumine, uniquement l'albumine. Maintenant, s'il y a association avec hémorragie intra-alvéolaire, on va faire une plasmaphérèse chaque jour jusqu'à tarissement de la déglobulisation de l'hémorragie intra-alvéolaire et on va remplacer c'est-à-dire le plasma enlevé par du plasma frais congelé. C'est pas l'albumine, mais plutôt le plasma frais congelé. Maintenant, pour la maladie de Gaude-Pasture, ça sera un cours à part. C'est la plasmaphérèse a une grande part, une grande importance dans cette maladie. Donc, on s'arrête dans les vascularites à en cas pour le moment, pour ce cours en tout cas. Maintenant, le traitement d'entretien. Comment on va entretenir lorsqu'on utilise que ce soit le rituximab, le MMF ou bien la cyclophosphamide? Donc, le traitement d'entretien, on a deux choix. C'est soit le rituximab, soit l'azathioprine, donc l'Immurel. On va switcher vers le rituximab ou l'azathioprine. Donc, comment on préfère? Qu'est-ce qu'on préfère exactement? Alors, pour les formes qui récidivent, plutôt rituximab. Les ANCA PR3, plutôt rituximab. Patients âgés avec risque de complications, rituximab. Lorsqu'on a des doses, il est dépendant de doses très élevées de corticoïdes, il vaut mieux utiliser le rituximab. Ou bien s'il y a une allergie à l'Immurel. L'Immurel, ça va être pour les pathologies vraiment, c'est-à-dire pas très sévères, avec des taux, des ANCA bas. Il y a un cas aussi lorsque le patient est porteur d'hépatite B. Attention, si l'antigène HBS positif, on ne peut pas utiliser le rituximab, on va utiliser l'azathioprine. Alors, le schéma rituximab d'entretien, je dis bien d'entretien. Donc, après une dose d'attaque, d'induction, on va entretenir avec soit le rituximab, soit l'azathioprine, selon le choix, sur nos tableaux de choix ci-dessus, ou bien sûr, on continue avec la MMF. Donc, rituximab 500 mg à 2 reprises à 14 jours d'intervalle, puis 500 mg dans le mois 6, 12 et 18. Donc, vraiment, il faut aller très loin jusqu'au 18e mois après le premier, c'est-à-dire le diagnostic. Ou bien 1 gramme après la rémission, c'est-à-dire après l'induction. Et on va refaire 1 gramme au 4e mois, au 8e, au 12e et au 16e.
Donc, c'est des schémas bien précis. La L'azathioprine, c'est 1,5 à 2 mg kg jour, c'est des doses habituelles après la rémission. Et on va le garder au moins un an. Vous allez voir que c'est un peu plus lent, hein, attention. Alors, ils disent au moins un an, mais généralement, on le maintient 4 ans. Eh oui, c'est-à-dire dose pleine et la dégradation, hein. Donc, au moins un an, puis on va diminuer palier par palier. Alors, comment on va diminuer? Alors, on va commencer par la dose 1,5 mg kg jour pour au moins 2 ans, donc entre 18 et 24 mois. Et puis, on va dégraisser 1 mg kg jour sur 4 ans. Donc, on va diminuer de 25 mg chaque 3 mois. Donc, il faut suivre ce protocole à la lettre pour avoir une rémission la plus durable possible. Les corticoïdes, bien sûr, vont être diminués selon le schéma qu'on a vu tout à l'heure et on va maintenir la toute petite dose de 5 mg par jour pendant au moins 2 ans. Donc, vous allez voir que c'est un traitement quand même assez long, très long. Un MMF, on va garder la même dose, c'est-à-dire pendant 2 ans. Tous les schémas, c'est presque 2 ans. L'azathioprine, on peut aller jusqu'à 2 ans pour dose maximum et on va dégraisser jusqu'à la 4e année. Donc, ils insistent sur le fait que il faut quand même garder dose totale 18 mois d'azathioprine, puis diminuer sur 4 ans. La même chose pour le rituximab, il faut au minimum un traitement de 18 mois. Comme ça, au moins, on va maintenir une bonne rémission qui va durer dans le temps. Donc, quand on va arrêter le traitement d'entretien, il faut savoir que le patient peut récidiver à tout moment. Donc, il doit être surveillé très étroitement. Donc, pour les cas où il y a une intolérance au long cours, à l'azathioprine, à la MMF, on peut utiliser le méthotrexate, mais il n'y a pas beaucoup d'études dans ce sens-là. C'est juste une note comme ça, mais franchement, à prendre avec des pincettes. S'il y a une intolérance, on passe au rituximab, je préfère. Maintenant, un point très important, c'est que le monotirage des ANCA, en fait, ne modifie pas le traitement et on n'a pas à le suivre. C'est vraiment pour se rassurer soi-même, mais ça nous modifie uniquement la décision thérapeutique. Alors, quels sont les patients qui sont à haut risque de récidiver? Donc, c'est la maladie de Wegener, le PR3 en cas, les malades qui ont eu des lésions extrarénales importantes, qu'il a déjà une histoire de récidive, un cas positif à la fin de l'induction ou réascension des ANCA. Ça ne modifie pas le traitement, mais ça prédit une récidive. Quand on a utilisé le cyclophosphamide avec des doses, c'est-à-dire avec une exposition courte, lorsqu'on n'a pas suivi bien le protocole, ou lorsque on arrête le traitement d'entretien, il y a un grand risque de récidive. Donc, il faut faire très attention. Maintenant, c'est le récidive, de préférence, refaire le traitement avec rituximab, de préférence. Maintenant, pour les patients qui ne répondent pas, je vous ai déjà dit, il faut associer rituximab, cyclophosphamide, voire plasmaphéreuse. Un mot sur la transplantation. Alors, généralement, on évite de transplanter ces patients-là, mais attention, ça n'a aucun sens. Lorsqu'il a une rémission complète de plus de 6 mois, on peut proposer la transplantation rénale, malgré s'il continue à avoir des ANCA positifs. Donc, ne limitez pas la transplantation, c'est-à-dire ne privez pas ces patients de transplantation. S'il y a une rémission, le plus important, c'est que ce soit à distance de 6 mois. Et la persistance des ANCA ne doit pas absolument retarder une transplantation rénale. Voilà, j'espère avoir résumé cette partie très intéressante de la néphrologie. Vous avez vu que maintenant il y a des protocoles bien détaillés. J'espère que vous allez tous les appliquer au quotidien avec vos patients. Et à la prochaine, Inch'Allah.